Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Aujourd'hui, qualification de la Coupe du Monde, zone Afrique et bien sûr, zone européenne. On va en parler dans cette émission Tour d'Europe. On va commencer par ce Guinée-Algérie après sa victoire 3-0 face à la Somalie. Le Sili national de Guinée est désormais tourné vers son match décisif contre les Fennecs d'Algérie ce lundi à Casablanca au Maroc. Pour cette affiche, le sélectionneur Paulo Duarte s'est dit confiant, tout comme ses joueurs qui veulent rééditer l'exploit après avoir déjà battu 2-1 l'Algérie à domicile dans cette campagne éliminatoire du Mondial 2026. Et on va en parler dans cette émission. Nous allons aussi filer en Europe, qualification toujours de la Coupe du Monde en 2026. Impressionnante collectivement, l'Espagne, championne d'Europe en titre, a tenu son rang et corrigé la Turquie 6-0 dimanche à Konya, signant une deuxième victoire en 2 matchs de qualification au Mondial 2026. Qui peut arrêter l'Espagne? Peut-être le Portugal, mais on va en parler aussi dans cette émission. Et pour finir, après avoir battu le Liechtenstein, les Diables Rouges de Rudy Garcia ont signé une belle victoire contre le Kazakhstan. Je pense 6-0 aussi pour cette équipe de Rudy Garcia qui rougit, qui monte les griffes, qui veut sa qualification. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ça. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette émission des étoiles. Mes chroniqueurs sont là pour nous accompagner jusqu'à 16h55. On va commencer par Lompassi, Mohamed Passi Bangoura, très bien habillé comme toujours, l'élégant de cette émission. Bonsoir et de vous retrouver enfin dans une émission. Ça fait très longtemps parce qu'il y a une équipe qui vient le matin et l'autre équipe le soir. Donc du coup, c'est un peu compliqué de se retrouver dans le studio. Le chevauchement des programmes. Mais voilà, ça va, ça fait du plaisir de partager encore une nouvelle fois le plateau avec son chef de la section sportive. Bonsoir mesdames et messieurs et amis téléspectateurs et auditeurs de cette émission sportive. Je vous annonce déjà, il y a Ousmane Tolo et Kefala Kamara qui nous suivent depuis Forêt-Caria du côté de Maléa et assis dans un café-bar et ils ont attiré tout le monde qu'il y a Mazoro et Hassan aujourd'hui qui est à la présentation. Merci à Tolo, mais avec ça, je te dis d'ores et déjà que j'ai pas d'argent parce que les Atalakou là vont me coûter très cher, très cher. Maintenant, le futur jeune député Ousmane Tolo, vous avez entendu, le chef demande avant la fin de l'émission quelque chose dans son Orange Money. Il n'y a pas de... Je comprends pourquoi Passi est le chouchou d'Hassan. C'est que Passi, il sait comment caresser Hassan dans le sens des poils. C'est ça. Pour le chef, tout respecter. Il a justement pris la parole sans être salué. C'est lui, et vous le savez, l'infatigable Jean Baldé qui est avec nous. Bonsoir Jean. Bonsoir à tous et bonne chance au Sili, malgré. Alors on va en parler, on va voir et on va pronostiquer aussi. Et de l'autre côté, on a le sage du studio, ce n'est plus Passi. C'est Mané le sage. Bonsoir et très trouvé dans cette émission. Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je le disais, la Guinée affronte l'Algérie ce lundi 8 septembre au stade Mohamed V de Casablanca au Maroc en tête du groupe avec 6 victoires en une défaite et une défaite du moins. Les Fennecs peuvent définitivement valider leur ticket pour la Coupe du Monde 2026 en cas de victoire. La Guinée peut revenir à 5 points et espérer peut-être finir meilleur deuxième. Avant de parler bien sûr de ce match, la Guinée en tout cas est très bien partie peut-être, je dis, pour gagner ce match et pour le faire, le coach a bien choisi ses hommes. On va donner le 11 départ parce qu'on joue 7 minutes pour le moment à Mohamed 5 et on va donner le top départ des joueurs. Moussa Kamara qui est toujours titulaire dans les bois. On a aussi Dembo Silla, Mouktar Diarabi, Antoine Conté, Issa Silla présent et on a Mouri Konaté, Abdoulaye Touré, Seydou Bassissé, Morlaï Silla, Serou Girassi, Alou Badra Baldé, que du classique dans cette équipe
il a reconduit la même équipe qui a gagné contre la Somalie. Est-ce que pour vous, c'est l'équipe qu'il faut mettre contre l'Algérie? Oui, c'est l'équipe qu'il faut contre l'Algérie parce que déjà, c'est d'abord une première sortie pour le coach, je veux dire. Il a essayé avec des joueurs où il peut vraiment voir ou expérimenter pour un second match. S'il se réfère également sur sa première rencontre face aux Somaliens, effectivement, il va falloir reconduire la même équipe. Comme se dit, la logique sportive en a forcément besoin de cela. Et maintenant, il va aligner les mêmes athlètes face à l'Algérie. On sait que ça sera tambour battant, mais c'est au coach maintenant de temporiser les ardeurs, jouer, peut-être véhiculer des messages aussitôt psychologiques, aller au-delà, au-dessus même de l'adversaire, se mettre en confiance, même pas dans la sûreté, mais une confiance aussi totale dans tous les secteurs de jeu, parce que certainement c'est un coach qui ne mâche pas ses mots. Il a total fait, après la rencontre face à la Somalie, il a relevé les secteurs de jeu qui en tout cas enregistré des bourdes, des déchets techniques, et tout de même il a essayé de corriger, même si le temps était peu pour rencontrer d'abord bien avant l'Algérie, le temps est peu, mais je crois que Paulo Duarte va forcément jouer sur la tactique ce soir, parce qu'on a des joueurs qui peuvent vraiment prendre la responsabilité dans certains secteurs de jeu pour aller vraiment faire du mal à cette équipe algérienne, parce qu'on ne peut pas quand même sous-estimer et voilà l'ossature de cette équipe. Vous l'avez rappelé, ils ont 18 points, ils ont gagné combien de matchs? 6 matchs. Voilà, 6 matchs, un seul match perdu. Je crois que c'était encore face à la Guinée. Aujourd'hui, l'adrénaline encore va monter en puissance parce que c'est la Guinée qui a battu cette équipe sur le score de 2-1. Maintenant, ils vont revenir. Certes, c'est pour battre la Guinée, où la Guinée continue à doubler la mise en termes de victoire dans cette course. Mais moi, j'ai confiance encore à cette équipe guinéenne parce que on ne va pas quand même continuer à endormir les consciences, mais il faut croire à cette qualité, aux qualités coaching, s'il vous plaît. Même si on a gagné contre cette équipe d'Algérie au premier match, mais on peut dire que l'Algérie n'est pas la Somalie. Ils ont choisi un 11 type costaud, Jean. Oui, l'Algérie a choisi une équipe, en tout cas costaud. C'est un peu ce qui s'est fait de mieux dans cette équipe en ce moment. On a Gendouj au niveau des gardiens de but. Au niveau de la charnière centrale, on a Tougaï, on a Aïssa Mandi, qui est très connu dans le championnat espagnol et aujourd'hui dans le championnat français. Et sur le flanc droit, nous avons Youssef Attal, un latéral très convaincant. Et de l'autre côté, nous avons Adiam, qui occupe le couloir gauche. Et au niveau du milieu de terrain, nous avons un trio, Gerouki, Boudaï et Saibi, qui est aussi très performant du côté de l'Europe. Et du côté du trio de l'attaque, nous avons le capitaine Riyad Mahrez, qui n'est plus à présenter, ballon d'or africain, Saïd Benrahma, qui va occuper le poste de numéro 9, et puis Mohamed Amoura, qui est l'étoile montante en ce moment du football algérien. Quand on voit l'ossature de cette équipe, on peut se dire que ça va être très compliqué pour c'est ce qui s'est fait de mieux en ce moment, carrément, en tout cas sur tous les pans du jeu. Dans cette équipe, on se rend compte qu'on a l'un des meilleurs ou le meilleur pratiquement du continent africain. Maintenant, le match aller nous a montré que oui, il y a de la place pour les surprendre, il y a de la place mais pour attention, le match aller, il y avait des joueurs qui pouvaient surprendre cette équipe. Mais sur cette équipe de Paulo Duarte, il y a beaucoup de joueurs qui manquent. Il y a des grosses individualités qui étaient là à l'aller, qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais parfois, les individualités ne disent pas tout dans une équipe quand vous jouez collectivement. Attention, Agibou, il est absent. Morgan qui est absent. Moriba. Attention, plein de joueurs qui ont joué cette équipe ne sont pas là. On est d'accord, mais il y a de la place. Il y a de la place. Contrairement à l'Algérie, la Guinée joue un peu la survie d'entretenir une quelconque illusion dans ses qualifications. C'est vrai qu'une victoire n'assurerait pas à la Guinée même une potentielle deuxième place, mais ça entretiendrait une illusion d'accrocher une deuxième place qui pourrait éventuellement être synonyme de barrage. Donc ça fait beaucoup de si, mais la Guinée joue en quelque sorte sa survie, alors que l'Algérie joue sa qualification. C'est-à-dire, elle peut se permettre de perdre aujourd'hui et de gagner le prochain match, ou attendre même le dernier match pour gagner et puis se qualifier. Cet instinct de survie peut faire la différence pour la Guinée. Mais encore une fois, oui, je suis d'accord avec vous, ça manque quelque part de talent, surtout au niveau de milieu de terrain. Quand j'observe, je ne vois que des milieux de terrain, entre guillemets, casseurs,
des 6 et des 8. Il n'y a pas de véritable numéro 10. Même si l'entraîneur a voulu nous dire que Morlaï, certes, sur le papier, il est sur les ailes, mais il va répliquer sur le milieu de terrain. Voilà, il faut avoir peur que les joueurs se marchent sur les pieds. Sur les pieds, autant pour moi. Et quand on voit le classement, on peut dire que c'est le cas parce qu'on a un 4-2-3-1, on a deux milieux purement défensifs, on peut le dire, en Konaté et Abdoulaye Touré, comme vous l'avez dit, Morlaï Sylla, sur les côtés, Sedouba Cissé, sur les côtés. Oui, on sait tous que Sedouba ne va pas jouer sur les côtés. Sur les faux neufs, oui. on a Baldé qui va accompagner Guirassy pour dire que ce 4-2-3-1 peut se transformer en 4-3-3, ça peut se faire. Oui, c'est justement cela, ou peut-être même 4-3-3-2, peut-être. C'est justement, selon ce qu'on a observé, c'est ce qu'on va voir sur le terrain. Donc ça va manquer de façon criarde de créativité. Ça ne sera pas le seul match. Lors de l'avant-dernier ou des derniers matchs aussi, ça a toujours manqué. Mais il suffira peut-être, on a le facteur X du moment. Il suffira de lui donner un bon ballon au bon moment du match, peut-être qu'il pourra faire la différence et le reste, on va se débrouiller derrière et ne pas encaisser trop de buts et faire la différence. C'est peut-être que c'est à ce niveau qu'il faudra croiser les doigts et tout. Il y a beaucoup de si, encore une fois, mais bon, c'est un match de football, tout est possible et on joue en quelque sorte à domicile. On joue certes au Maroc, mais les Algériens ne sont pas totalement les bienvenus au Maroc, donc ça peut aussi faire peut-être une certaine différence. On a beaucoup plus de supporters que les Algériens au Maroc. Oui, on peut le voir. Et surtout quand tu vois le stade, plein de Marocains sont venus supporter la Guinée, pas parce qu'ils aiment la Guinée, mais connaît la rivalité entre les deux pays. Alors, de l'autre côté, on a Guirassy, bien sûr, mais l'Algérie a tout de même Amoura, Benrahma et Mahrez. Ce trio, il est magnifique. Même si en notre défense, on a les deux Sylla, on a aussi Mouktar Karabi et Antoine Conté. Ça va être compliqué d'arrêter ce trio algérien. Oui, bien sûr, ça va être un peu compliqué parce qu'on a vu cette formation algérienne. C'est une formation, disons, un peu qui a renouveau, mais c'est une formation qui est capable de faire très très mal. Et surtout, je pense que cette formation algérienne a la pression parce que tous les représentants maghrébins sont déjà qualifiés. L'Égypte a déjà assuré sa qualification, le Maroc. Donc, ça reste seulement l'Algérie qui va essayer de donner sa survie et sa qualification, même si on rappelle que historiquement, la Guinée a toujours battu l'Algérie. Donc, ça va être encore très très compliqué, mais on ne sait pas. Avec un Guirassy dans les grands soins, il est capable de faire très très mal à cette formation. L'Algérie qui va attaquer justement parce qu'ils ont envie d'avoir cette qualification aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de jouer la qualification d'une Coupe du Monde qui va se jouer dans quelques mois. Moi, je pense au mois de juin 2026. On peut le dire comme ça. Donc il faut obligatoirement gagner ce match pour l'Algérie. Oui, vous parlez d'Algérie. Ben oui, ils ont la pression, ils ont la pression. Je crois que la vapeur ne va jamais se renverser de l'autre côté. Les Algériens, même s'ils disent qu'ils sont en déplacement du côté du Maroc, parce que j'en parlais tout à l'heure de cette tension diplomatique qui existe déjà entre ces deux pays, mais le football ne dit pas, en tout cas ne se prononce pas forcément sur cela, il est forcément politique. Les joueurs, ils ont un mental de plomb, ils vont essayer de mettre les couteaux entre les dents, comme pour dire. Ils veulent avoir non seulement une performance de XXL dans ces éliminatoires, peut-être sur le nombre de matchs joués, perdre seulement l'unique rencontre, peut-être ils veulent seulement enregistrer cela dans les judiciaires, maintenant continuer la course, peut-être gagner cette rencontre face à la Guinée, parce qu'ils sont devenus déterminés par rapport à cela, ils sont venus pour vraiment vaincre la Guinée, battre la Guinée et aller continuer leur chemin. C'est à la Guinée de sortir le gros jeu face à cette équipe algérienne. Et aller sur les détails s'il en est possible également, parce qu'il est véritablement très compliqué, parce que vous avez défini les 11 premiers entrants de notre équipe. Maintenant, il faut faire une étude de comparaison, peut-être tactiquement, entre les 11 entrants de la Guinée et ceux de l'Algérie. Maintenant, on ressortira forcément la logique sportive qui serait possible dans cette rencontre. Mais pour le moment, si nous prenons en termes d'athlètes, en termes de comparaison, généralement, globalement,
athlétiquement, on peut dire que l'Algérie pourra vraiment battre la Guinée. Maintenant, les détails, ça sera dans le match. Alors, Jean, l'Algérie, ils le savent dans la tête, il faut obligatoirement gagner ce match pour se qualifier aujourd'hui. Officiellement, ils vont se battre. Pour vous, dans la tête, déjà, ils sont qualifiés. Ça va être compliqué de perdre les 3 matchs qui restent pour l'Algérie. C'est quasiment impossible que le premier du groupe se fasse laminer pendant 3 matchs de suite. C'est carrément impossible, surtout qu'ils ont au moins un match à domicile. Ça change tout. Et ces Algériens, c'est un peu une mission de cette génération. Il faut rappeler que ça sera une première fois depuis 2014 qu'ils iront à la Coupe du Monde et que pour cette génération dorée qui a pris la CAN en 2019, les Mahrez, les Brahimi et tous les autres, ils n'avaient pas connu la Coupe du Monde. Ce serait une première et ce serait l'aboutissement de quelque chose. Et tout. Ils ont une certaine mission. Mais encore une fois, le match, il est très décisif pour la Guinée parce que c'est la possibilité d'entretenir l'illusion d'une quelconque qualification avec beaucoup de si ou une histoire d'annuler ou d'enterrer tout espoir de qualification. Ça peut être aussi le match de la confiance pour gagner le match justement pour enclencher une nouvelle dynamique. Donc pour la Guinée, c'est encore plus décisif et encore plus important comme match et la Guinée doit aborder la rencontre. En tout cas, jusqu'à maintenant, on est à 0-0. Pour le moment, personne n'a pris l'ascendance. Donc la Guinée va aborder la rencontre comme une rencontre de survie et une équipe qui joue sa survie, une équipe qui joue le Graal ne joue pas de la même manière, même si côté talent, on l'a dit tout de suite, du côté guinéen, ça va manquer un tout petit peu de créativité, mais avec du cœur, on peut combler le manque de créativité. Et du côté des Algériens, oui, les noms sont plus clinquants, mais bon, les résultats ne disent pas tout du talent qui est présent sur le terrain. Alors, ça relance la question, pourquoi les joueurs n'ont pas accepté de répondre à l'appel de Paulo Duarte? Parce que jouer contre l'Algérie, c'est bien sûr, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Afrique, mais c'est l'Algérie tout de même. C'est un match regardé par beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, la reconstruction, elle est entamée. Avoir peut-être Naby Keita, avoir aujourd'hui le numéro 10, comment on l'appelle, avoir Agibou, avoir Morgan Guilavogui, Moriba Kourouma, avoir Julien Janvier. C'est tout de même toute une équipe qui est mise à côté, qui n'a pas répondu à l'appel. Tous ces joueurs pouvaient permettre à cette équipe du Sili de gagner et espérer peut-être jouer les barrages pour cette Coupe du Monde. Mais bien sûr, mais peut-être les joueurs ont peur de contracter des blessures. On a vu le cas Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain. Donc le club était fou frié. Donc je suis pas d'accord. Mais pas d'accord. Les blessures sont dans le football. Mais bien sûr. Ronaldo, mais il pouvait ne pas jouer la Coupe du Monde 2022, mais il a accepté d'être là. Oui. Romario a accepté de jouer les qualifs, mais il n'a pas joué la Coupe du Monde. Pour moi, quand on aime son pays, quand on est patriote, on accepte l'appel du pays, normalement. Moi, c'est moi, vous pouvez aller. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec vous. Mais je dis peut-être les joueurs ont peur de contracter les blessures. On a vu le cas entre Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain qui acquise l'équipe de France d'avoir fait jouer. Pourtant, les joueurs aiment leur pays, donc ils sont venus pour répondre massivement. Vous avez totalement raison. Donc chez nous, on n'aime pas notre pays, c'est ça, parce que eux, ils aiment leur pays, ils sont partis, ils se sont blessés. Il faut assumer ce qu'on dit. Mais les joueurs n'aiment pas nos pays. Certains. C'est ça. Certains. Ceux qui n'ont pas accepté l'appel. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Mané. Sérieusement, à 100%. Je vous trouve extrême dans cela. Chacun a ses raisons. À un moment donné, certains, en tout cas pour la plupart dont on a cité, ne venaient pas depuis un bon moment, depuis pratiquement après la CAN. La plupart de ceux qu'on a cités là ne venaient pas. Et peut-être, est-ce qu'ils ont une quelconque raison de revenir? La sélection, c'est la forme du moment. La sélection, c'est la forme du moment. Est-ce qu'ils pensent que les conditions on peut être un Ronaldo, on peut être un Messi, mais je ne voudrais pas. Si normalement tu veux aider ton équipe, tu es là. Je ne voudrais pas leur donner raison sur quoi que ce soit, mais il faut avoir toutes les informations pour se prononcer. Vous avez des informations? Les joueurs qui ne sont pas revenus depuis pratiquement après la CAN dernière, ont des raisons. Et pour ces joueurs-là, en tout cas pour la plupart que vous avez cités là, les conditions n'ont pas changé. Ces raisons-là, ça peut être Kaba Diawara pour vous? C'est pourquoi ramener tout à Kaba
Kaba, il est parti j'ai depuis posé des une listes. question. Vous voulez ramener tout à Kaba? Non, j'ai juste posé une question. Il est parti, c'est fini. J'ai posé une question. Répondez. Pour vous, les raisons, c'est Kaba Diawara ou pas? Je ne saurais pas répondre à cette question, mais je doute fort qu'un joueur puisse s'accrocher à ça. Il est parti, je crois, depuis un peu plus d'1 an maintenant, et ils ne vont pas s'accrocher à ça. Ils sont naturellement passés à autre chose, mais ils ont des carrières à préserver et beaucoup d'autres choses et tout. Et peut-être que l'entraîneur qui est là aussi, c'est ce qui est sûr, il est dans la dynamique de reconstruire quelque chose à partir pratiquement de zéro, et peut-être que certains joueurs ne font pas partie de son plan. Avoir Agibou, avoir Morgan Guilavogui, Moriba, Julien Janvier, Naby Keita, ça aurait pu changer beaucoup de choses dans ce match-là. Oui, bien sûr. Même si on ne sait pas si on va le gagner. On joue environ 25 minutes, 0 but partout pour le moment. Ça pourrait être profitable pour nous, mais nous ne pouvons vraiment se contenter du minimum. Si c'est ce qui régorge le Guinéen. Parce qu'on s'est toujours contenté du minimum. Ouais, tu as tout à fait raison. Voilà, donc on ne peut pas aller au-delà de cela. Maintenant, la question que vous avez fait tourner sur la table, moi je ne saurais commenter cela. Les joueurs qui veulent venir en sélection peuvent venir parce que c'est la Guinée, c'est en tout cas la fibre patriotique qui doit véritablement rimer dans leur sang, dans leur état d'esprit. C'est ce football guinéen qui les a vendus jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés du côté de l'Europe. Maintenant, s'ils choisissent le moment à quand il faut venir dans la sélection guinéenne, ça c'est à eux. Maintenant, peut-être Jean vient de brosser quelque part, ce serait très important. Il s'agit de voir et de comprendre s'ils ne se retrouvent même pas quelque part endroit dans le plan de jeu de l'entraîneur. Et voilà, il ne va pas faire en tout cas un regard derrière face à eux. Il va les balayer au revers de la main. On fixe un objectif. Maintenant, tous ceux qui sont conscients, qui savent qu'ils peuvent vraiment apporter au football guinéen, qui viennent véritablement, qui se trouvent dans la forme du moment et puis qui sollicitent de venir. Maintenant, on est en train de jouer une compétition aussi rude que nous n'avons jamais connue. On se limite seulement dans les phases éliminatoires. Ouais. Je veux parler de la Coupe du Monde. Si les joueurs guinéens qui se sont beaucoup plus illustrés, vous avez parlé de Naby Keita, vous avez parlé de Ilex Moriba, vous avez parlé qui actuellement, ils ont de la sensation, ils ont en tout cas une performance, il serait même si c'est à 70% dans leurs clubs respectifs, mais qui refusent de venir, je ne sais pas trop. Je ne sais pas sur quelle raison. C'est à cause de Kaba Diawara. Pourtant, c'est la question. Pourtant, le moment est précieux. Non, c'est pas pour moi. Je sais que moi, je sais que Passy, c'est sa langue de bois. S'il sait, il nous dit directement. Voilà pourquoi je lui pose la question. C'est Kaba Diawara ou pas? Surtout, tu sais que Passy va dire que c'est Kaba. Pourtant, le moment est précieux pour Moriba, pour pas mal de jeux. Bon, je peux dire Agibou, on peut comprendre un tout petit peu. Il est dans un moment de récupération de sa forme. Peut-être qu'il reviendra encore un peu plus tard, mais on est dans un moment aussi très spécial pour notre football, où on est en tout cas dans la conquête de la Coupe du Monde. Véritablement, on est sévré dans toutes les compétitions. S'il faut espérer, même si on est derrière les calculettes pour espérer voir, mais sous la main, il faut avoir des pièces maîtresses, des oiseaux rares, comme vous l'avez cité, pour espérer jouer un gros match face à une telle équipe algérienne. Et François Kamano, hein, il a marqué un but. Je sens qu'il est en forme, il peut bien jouer dans cette équipe. Sérieusement. Ça, c'est entre parenthèses, parce que tu l'as répondu. Non, je ne rebondirai pas là-dessus. Je ne rebondirai pas là-dessus. Ça, c'est une peau de banane. Je vois venir. Écoutez, les on a plus importants, parole, là, Mané. les plus importants dans une sélection sont ceux-là qui acceptent de venir. Je crois que l'entraîneur a été clair là-dessus. Il ne fera pas de cadeau à qui que ce soit. Il va valoriser ceux qui sont là et ceux qui seront capables de lui montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Ils seront rappelés pour le prochain rassemblement. Il est en période de reconstruction. C'est normal. Repartons avec ça. Les absents auront toujours tort. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'ils prennent de l'âge aussi du jour au lendemain. Ils ont leur raison. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément tort. Peut-être qu'ils ont mis une croix, on ne sait jamais, mais valorisons ceux qui sont là. Moi, j'ai vu des bonnes individualités le match précédent. J'aurais aimé peut-être voir que le jeune Vinicius aligné aujourd'hui d'entrée. Pour moi, il a fait une bonne entrée le match dernier. C'est comme ça qu'on récompense les jeunes joueurs. Et puis, on passe à autre chose. Mais bon, on est en phase de reconstruction. Valorisons ceux qui sont là. J'espère qu'un joueur comme Morlaï va, pour une fois, accepter de prendre le leadership du milieu de terrain, dominer, parce qu'il a le talent pour, amener de la créativité et montrer qu'il a la capacité de prendre l'héritage qu'on lui attribue depuis le début de Naby Keita au niveau de ce milieu de terrain-là. J'espère qu'un Aliou Badra sera capable aujourd'hui de dribbler, mais pas seulement de donner une passe ou de marquer, être efficace. J'espère que d'autres joueurs vont prendre le leadership et pouvoir nous montrer que ceux qui ne sont pas là
n'ont pas forcément tort parce que ceux qui sont là sont capables de faire le travail. Alors, le joueur le plus attendu côté Sili National, c'est toujours Serhou Guirassy. Il sera aussi le plus suivi de l'autre côté. Ça va être compliqué pour lui autour de cette défense magnifique. Atal, Mandi, Tougal et Hadjam qui sont super bien derrière. Ils vont garder cette case et ça va être compliqué pour Serhou parce qu'il va être suivi tout de même jusqu'à la fin du match. Ils savent, ils connaissent Guirassy, c'est un buteur né. Et ça va être compliqué de le barrer, mais ils vont le suivre jusqu'au bout. Mais ils vont le suivre, non pas le soir, parce que actuellement sur Guirassy, voilà, c'est le meilleur attaquant du monde parce qu'il est capable de planter des buts de la tête, voilà, des coups francs, même des pénaltys, des panenka, on a vu. Donc ça va être compliqué pour la défense algérienne. Mais comme Gam vient de le rappeler, avec les ailiers, il arrive à être très bien servi, donc il est capable de faire très très mal à cette défense algérienne. Je sais que aujourd'hui, il y a déjà Ouganda qui a marqué un but face à la Somalie, donc ça ne fait que compliqué pour oui, c'est compliqué, mais tout de même il faut pas regarder les tableaux. Il faut gagner ce match. C'est ce qui vous complique les choses. Et puis de l'autre côté, nous sommes dans notre match et pas si est en train de nous mettre tout de même. On a dit qu'il faut gagner pour entretenir l'illusion. L'illusion, on sait tous que l'illusion, c'est l'illusion. Il faut pas aussi endormir les consciences. Alors attention. Il faut dire au peuple guinéen, voilà ce qui nous attend. Attends, il faut garder ça pour toi parce que là-bas, nous on est optimiste. On est sur notre match Guinée-Algérie. On est dedans, on veut gagner ce match. Il ne faut pas nous envoyer avec l'Ouganda, s'il te plaît. Parce que mon cœur a fait big big quand tu as dit je pensais que l'Algérie a marqué un but. Alors, peut-être vous regardez le match, peut-être vous suivez l'émission. En tout cas, si vous voulez pronostiquer. Peut-être qu'ils font le deux. Ou les deux. Vous pouvez pronostiquer tout de même sur l'émission. Vous savez, connaissez le numéro 629 95 67 67, 629 95 67 67. Pour vous, la Guinée va plutôt gagner le match ou l'Algérie. C'est à vous, vous pouvez pronostiquer. On va pronostiquer autour de cette table avant d'aller vers les autres matchs. On va commencer par vous passer. Un but. En tout cas, un but pour la Guinée. C'est un souhait ou un pronostic? Ça sort difficilement, c'est ça le problème. Ça sort difficilement, il a un but. Et qui le met, ce but? Guirassy. Oui, absolument. Je le savais. Moraïsi là aussi peut le mettre. Et de l'autre côté, on a Touré aussi qui est très bon, qui peut frapper et mettre ce but. Oui. Allez-y. S'il ne se fatigue pas très rapidement. Non, je partirai sur le même score qu'à l'aller, 1-2 ans, où la Guinée marque à la fin de la rencontre pour plier la rencontre. Pour ça, il faut avoir peut-être un but en première période pour la Guinée. Si c'est comme la dernière fois, le Chili a réussi à ouvrir le score en première période. Un but viendra. Il faut croiser les doigts et espérer. Un petit doublé de Guirassy, pourquoi pas ça ne ferait pas mal, mais j'aimerais voir peut-être quelqu'un d'autre se dégager, un Aliou Badra qui retrouve un peu son efficacité, ça serait bien. Et de l'autre côté, Mané, vous voyez qui? L'Algérie ou la Guinée? Surprenez-moi, faites-moi rêver. Dites-moi quelque chose. Comme à l'aller, 2-1 pour la Guinée. Non, mais vous ne pouvez pas pronostiquer sur la Guinée tout de même. Un but de Guirassy et de Moutar Diarra. Personne ne veut se faire des ennemis ici. Et Michel, toi, tu peux pronostiquer différemment. Ils ont pronostiqué sur la Guinée. C'est compliqué. Ouais. 2-0 et 2-1, comme le match allait, lui aussi pronostique pour la Guinée. On peut comprendre. Moi je me retiens, parce que c'est moi le président de l'émission, donc je me retiens, je ne pronostique pas. On va continuer cette émission, cette fois-ci, on va filer, bien sûr, en Europe pour parler de Turquie, Espagne, juste après ce générique. De retour bien sûr dans ce studio, on va continuer de parler de la qualification de Coupe du Monde 2026. On était sur la Guinée et l'Algérie, maintenant zone Europe. Je le disais, impressionnante. Collectivement, l'Espagne, championne d'Europe en titre, a tenu son rang et corrigé la Turquie 6-0 dimanche à Konya, signant une deuxième victoire en 2 matchs de qualification au Mondial 2026. C'est quand même lourd ce score, 6-0 contre la Turquie qu'on connaît costaud défensivement, qui marque aussi des buts. Le milieu de terrain, il est très bon, amené par un Aguilera magnifique, mais qui est tombé sur plus fort que lui, Lamine Yamal. Oui, c'est une équipe qui est dans la continuité pratiquement de l'Euro, même s'il y a eu un faux pas en Ligue des Nations, mais c'est une équipe qui est dans cette continuité-là, qui est en train de grandir, de mûrir, à l'image de Lamine dont on est en train de parler, de
Williams, autre joueur de Pedri qui est en train de devenir, outre un excellent milieu de terrain, et aussi un buteur, ça change tout. Quand vous avez un joueur qui est capable de vous produire, d'être un dimanche sans marquer, et il rajoute à cela une panoplie de buteurs. Ça devient de plus en plus un Iniesta, ce joueur-là. Oui, il est de se bonifier petit à petit. Rappelons qu'il n'a que 22 ans, même si on a tendance à croire qu'il est presque trentenaire. Donc, c'est une équipe qui est dans la même dynamique et qui semble être dans la peau du plus grand favori de la Coupe du Monde qui arrive. Oui, des équipes, il y a beaucoup de joueurs qui sont jeunes, mais qui sont en train de mûrir, qui jouent dans des grands clubs. On a une défense qui est carrément Barça, Real ou Chelsea, c'est du top, c'est ce qui s'est fait le mieux. On a un milieu de terrain City, Barça, Arsenal, c'est les top clubs en ce moment en Europe. On a une attaque Barça, Real et autre chose. C'est une équipe qui est sur tous les plans et en train de conjuguer un même football. La possession, c'est un régal de les observer. Hier, par exemple, sur 6 buts, c'est un seul qui a été marqué par un attaquant. Oui. Tous les autres étaient marqués par des milieux de terrain, ce qui veut dire que le danger peut venir de partout, surtout des milieux de terrain. Et, on retrouvera l'Espagne de 2010. Au plus fort, approximative, surtout peut-être entre l'Espagne de 2010 et 2012, qui n'avait pas d'attaquant du tout et qui marquait peut-être un but ou deux et puis qui s'adjugeait de la victoire. Et à l'époque, c'était Fabregas qui jouait un peu le rôle d'attaquant. Là, on a des attaquants, mais ils jouent le rôle de rémiseur et les milieux de terrain font le travail. Il faudra absolument compter sur cette équipe pour la prochaine Coupe du Monde. Il faut compter sur cette équipe. C'est d'ailleurs une équipe qu'on sent, on dirait, qui a gagné une Coupe du Monde. On sent beaucoup plus de la maturité. On ne sent pas qu'il y a trop de jeunes dans cette équipe de l'Espagne. Bien sûr, il y a trop de jeunes. Vraiment, c'est une équipe très bien regardée à jouer parce qu'on a vu ce jeu de passe, ce jeu de tiki-taka. Surtout moi, cet attaquant qui m'a vraiment ébloui parce que à chaque fois il est. Vous pouvez parler sans parler de tiki-taka dedans parce que c'est pas Barcelone, hein, c'est l'Espagne. Beaucoup de joueurs venus de beaucoup de clubs se sont réunis. C'est pas un club qui s'appelle le Barça. Okay. Allez-y. Je retire donc. Voilà. Mais il faut retirer tout de même. Hein. Michel, il faut se dire la vérité. C'est pas pourquoi il est comme ça comme ça. La cour va apprécier. Je retire. Je parlais de Mikel Oyarzabal, l'attaquant de Real Sociedad, quand il était en prison. Voilà. Sociedad, c'est pas Barça. Il est efficace. Et surtout, voilà, le défenseur central, Victor Dian Hussein, voilà, vraiment, il est du Real Madrid. Du Real Madrid, voilà, bien sûr, il est impeccable. Il me rappelle un certain Frank Beckenbauer parce qu'il est capable d'apporter beaucoup de choses, comme a dit Gamba. Parce qu'il n'a pas vu Beckenbauer. Prenez notre exemple. Ah oui, vraiment, parce que même vous n'avez pas vu Beckenbauer. Bien sûr, mais j'ai vu des images. Juste des images. Voilà, des images, donc c'est vraiment une équipe vraiment très costaude. Il faudra considérer comme sur le Portugal, pourquoi pas, la Coupe du Monde 2026. L'équipe favorite, hein, la toute dernière équipe, pas la toute dernière équipe, la meilleure des équipes en Europe et l'une des plus grandes favorites pour cette Coupe du Monde, on peut le dire. Tout à fait. Après le Portugal. Hein. Après le Portugal, bon, comme vous voulez. Pourquoi vous voulez dire après le Portugal? Parce que c'est la championne d'Europe. Pas du tout. Ligue des Nations et l'Euro, ce n'est pas la même chose. Allez-y, je vous laisse la parole. Je vais dire qu'on peut espérer sur l'Espagne pour la qualité de jeu qu'ils produisent dans cette compétition ou d'air en Europe, parce que vous avez vu ce qu'ils ont pu livrer pendant l'Euro. Jusqu'à présent, il y a cette constance. Nico Williams, Lamine Yamal, Pedri, en tout cas, l'effectif, il y a un collectif de jeu qui roule. En tout cas, ensemble, où le collectif est vraiment assez développé. L'athlétisme, là même, on n'en parle pas. Il joue sur le côté, il réduit les espaces, il alimente et accompagne l'animation offensive. Je crois qu'il trouve une équipe contre, comme je veux dire, la Turquie, mais c'est du lot à boire. Hein. C'est ce qui fait plus peur. Le danger vient de partout. Une passe peut sortir n'importe comment. L'équipe peut être sur un mauvais moment, on voit un joueur sortir de l'eau et aller faire très très mal à l'équipe adverse. Cette équipe, franchement,
Ah, mais il faut le reconnaître, hein, ça joue comme le Barça des fois. Non, quand même, parce que Barça 2009. Majoritairement, on comprend qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'effectif, dans l'équipe nationale qui viennent du FC Barcelone, parce que voilà, ce qui fait peur, c'est la vitrine, c'est une petite passe. Alors, il ne faut pas exagérer aussi. La petite passe peut sortir n'importe où et voilà. Quoi. C'est ce qui me fait très peur. Hein, oui, ça fait à l'Espagne. Ça fait peur, sûrement souvent si ça fait peur à qui, aux adversaires. Oui, les adversaires. S'ils ne tombent pas généralement sur des gros morceaux comme le Portugal pendant la Coupe du Monde ou je veux dire Argentine, en tout cas on peut dire que c'est une équipe espagnole qui peut aller loin dans une Coupe du Monde et puis donner de la qualité, de la sensation dans une compétition. On a le Brésil, on a l'Argentine, on a l'Allemagne, la France, on a le Portugal, mais cette équipe d'Espagne là, ça séduit vraiment. Disons, elle est séduisante, mais bon, je ne vois pas pourquoi vous mettez l'Allemagne dans le lot des favoris. C'est une équipe qui traverse des moments difficiles. Non, l'Allemagne, quand même, c'est décevant. Moi, naturellement, j'ai hâte de voir un match, le prochain finalisme Espagne-Argentine. J'ai envie de tester quelque chose, parce que cette équipe me semble peut-être en demi-finale ou en quart, pas en finale. Il y a même un match qui est prévu, je crois, en mars ou en avril, entre le vainqueur de l'Euro et le vainqueur de la Copa, qui vont s'affronter, comme ce fut le cas en 2023, je crois, entre l'Italie et l'Argentine. Donc j'ai envie de voir ça, mais cette équipe d'Espagne est impressionnante. Il faut rappeler qu'hier, les deux capitaines n'étaient pas sur le terrain, ni Caraval ni Rodri, mais les remplaçants ont fait le taf. Il y a Zubimendi dont on ne parle pas parce que malheureusement c'est seulement ceux qui marquent qui sont mis en avant. Sinon Zubimendi il a fait un excellent match en milieu relayeur. On n'a pas senti l'absence de Rodri. Et après il y a d'autres joueurs qui sont rentrés en défense. Il faut le rappeler, il y a Olsen, mais aussi on avait sur le banc un joueur comme Koubarsi qui est titulaire indiscutable au Barça. Ce qui veut dire qu'il y a non seulement d'excellents joueurs sur le terrain, mais aussi une profondeur de banc extraordinaire dont ils peuvent se permettre. Dans ce milieu de terrain-là, nous avons un champion d'Europe avec Paris, Fabien Ruiz, qui est blessé, qui n'est pas là, et on ne se rend pas compte qu'il n'est pas là. Il y a des joueurs qui sont capables de prendre la relève et de faire le travail. Il y a Gavi qui a été convoqué, qui est blessé, qui n'est pas venu. Alors, cette équipe, je crois que c'est l'entraîneur qui aura des mots de tête, non seulement pour composer son 24 pour la prochaine Coupe du Monde, mais aussi pour aligner son 11 entrant. Pour ce qui est du gardien de but, on parle beaucoup de Unai Simons qui est là en ce moment, ou de Sanchez du côté de Chelsea. Mais Juan Garcia frappe à la porte de cette équipe. Il est le gardien titulaire indiscutable du côté du Barça. Et lui, il postule très certainement à une place pour la Coupe du Monde qui arrive. Alors on se pose la question maintenant, qui peut arrêter cette équipe d'Espagne avec ce jeu flamboyant? Peut-être le Portugal. Oui, peut-être le Portugal avec Indiana. Qu'il a déjà arrêté en Ligue des Nations. Ça peut se reconduire en Coupe du Monde. Pour la dernière Coupe du Monde d'un génie. Il y a des vœux, il y a des rêves. Allez-y. Ce qui est possible. Je n'écoute pas les extrémistes radicaux et radicalisés. Allez-y. Et bien sûr, oui, le Portugal, on a vu, c'est une équipe se disant, qui est capable aussi de faire très mal. On a vu lors de la finale, donc, même si c'était la scène des tirs au but. C'est pas capable, qui fait très très mal, parce qu'ils ont fait très très mal à l'Espagne tout de même. Mais on parle d'un non, très mal. Je suis pas d'accord. Sur un génie, un but magnifique de Ronaldo tout de même, il faut se dire la vérité. Calmement, mais disons-nous la vérité. On n'a rien contre Cristiano Ronaldo. Allons-y sur le match. C'est une idole. Allons-y sur l'Espagne. On va parler de Ronaldo le jeudi matin, je vous promets. Allez-y. Et bien sûr, l'Espagne, comme l'a dit, c'est une équipe se disant il faudra accorder sur l'Espagne et l'Argentine, et pourquoi pas aussi le Portugal pour la prochaine Coupe du Monde. Ah oui, bien sûr. L'Argentine sera là. Portugal aussi. Il y aura aussi la France aussi, qu'il ne faut pas enterrer. Qui est énorme. Oui. Surtout la France qui est énorme. On n'en parle pas beaucoup, mais cette équipe, elle fait très très peu aussi. Qui est finaliste sur les deux dernières Coupes du Monde. Donc carrément, le groupe n'a pratiquement pas changé. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, mais le niveau reste plutôt le même. Ce qui veut dire que la Coupe du Monde qui arrive encore nous réserve beaucoup de beaux matchs, parce qu'on a cité beaucoup d'équipes ici, mais il y a une équipe de losers aussi qui peut-être pourrait renverser la situation. Quelle équipe de losers? L'Angleterre. Attention, qui a toujours un bon effectif. Je suis pas d'accord avec toi. Il ne faut pas les traiter de losers. Depuis 66, ils n'ont rien gagné. Ils sont toujours les favoris, mais jamais les gagnants. L'Argentine avait peiné avant de remporter son troisième
ils avaient gagné. Attention, ils avaient gagné, sauf que c'était tu as un principe qui s'appelle Harry Kane. Tu as des joueurs comme Bellingham. C'est justement c'est lui qui symbolise cela. C'est la saison dernière qu'il a commencé à gagner quelque chose. Mais c'est le mot. Loser, par exemple. Qui ne gagne pas, qui joue très bien, mais qui ne gagne pas. Peut-être que c'est l'occasion pour cette équipe peut-être de créer la surprise. Là, tellement qu'on est habitué à les voir perdre, on les classe pas parmi les favoris. Peut-être qu'ils viendront en surprise, coiffer tout le monde au poteau et puis prendre cette Coupe du Monde. C'est quelque chose que je ne souhaite pas, mais qui n'est pas totalement impossible. Ils ont un effectif qui peut naturellement le faire. Les losers, moi je pense que c'est l'Argentine. Allez-y. Il faut rappeler que l'Angleterre a discuté les deux finales, les deux derniers euros, donc c'est pas une équipe de losers. Justement. Voilà. Les losers sont ceux qui ne gagnent pas, alors que les Anglais ne gagnent pas. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. On s'arrête là pour l'Espagne parce que Yann il est en train de dépasser les bords. On va continuer parce qu'il nous reste que quelques minutes dans cette émission avec une autre équipe qui pour moi peut être parmi les favoris après avoir battu le Liechtenstein. Les Diables Rouges de Rudy Garcia ont signé une belle victoire contre le Kazakhstan. La Belgique qu'on pensait peut-être être éliminé s'ils ne gagnent pas les deux matchs de qualification parce qu'ils ont commencé tardivement leur qualification est en train de détruire tout sur son passage tout de même. Oui, on peut espérer, mais c'est une équipe moi qui ne me rassure pas parce que je me rappelle du mondial dernier, ils ont même pas le dernier, ils n'ont jamais rassuré. Je me rappelle bon effectif en Russie, le mondial qu'ils ont participé en Russie en 2018 là ils ont propulsé, ils ont en tout cas montré une équipe. Sérieusement, ils ont un bon effectif, mais. Ouais, mais maintenant, on ne reconnaît plus cette équipe. Ils ont perdu toutes les valeurs intrinsèques également qu'on connaît de la Belgique. Mais voilà. Moi, je ne ferai pas l'éloge, en tout cas tenir un commentaire aussi élogieux sur cette actualité. Battre une équipe de la zone Océanie, c'est pas où. Non, c'est l'Europe, c'est toujours l'Europe. Même si c'est Europe, Asie, mais c'est l'Europe. Ils ont battu Liechtenstein, après ils ont battu le Kazakhstan. Mais tout de même, il faut reconnaître que cette équipe de la Belgique a un bon effectif qui peut faire très très mal. Mais ils ont battu une équipe que Grèce, Norvège a battu, pas mal de clubs d'équipes ont battu, c'est pas connaissant la qualité ou le statut de cette équipe belge, moi je trouve il peut donner un score fleuve à cette équipe. Est-ce qu'il faut compter sur cette équipe de la Belgique? Non, en Europe, battre des équipes comme Luxembourg, Liechtenstein ou Kazakhstan ne dit pas tout du niveau des équipes. En fait, Cristiano Ronaldo a bâti sa réputation en marquant contre ces équipes-là. Il met toujours des triplés, des quadruplés, ce qui veut dire qu'il confie ses chiffres. C'est comme ça que ça fonctionne. Cette équipe de Belgique a mis 6 comme Messi a battu sa réputation sur Cologne, on peut dire comme ça. Battre Retafe, c'est pas battre l'AC Milan tout de même. C'est la première division. Allez-y. Cette équipe, autant pour moi, une attaque, Belgique, une réponse proportionnelle. De Belgique a battu Liechtenstein, qui est une équipe qui ne s'est jamais qualifiée à l'Euro. Kazakhstan, qui ne s'est jamais qualifié à l'Euro. Mais bon, c'est toujours important de battre même les petits, parce que si vous ne battez pas les petits non plus, vous ne pouvez pas espérer battre les plus gros. Ouais. Alors, mais la Belgique a un effectif qui, depuis presque 10 ans, semble tenir la route en termes de vivier. Même parfois, quand il y a des joueurs qui sont moins bons, il y a une relève qui arrive et qui prend les choses en main et tout, et qu'on continue à faire le travail. Mais elle me semble quelque part un peu en retrait sur des équipes comme l'Espagne ou comme le Portugal, même en Europe, encore moins des équipes comme le Brésil ou encore l'Argentine. Alors, pour vous, la Belgique peut compter sur eux cette année? Non, pas du tout. Parce que pour moi, c'est une équipe, disons capable. Il y a certes des individualités, des anciens qui sont là-bas, Kevin De Bruyne et le renouveau Jérémy Doku. C'est une équipe qui est capable de battre des petites équipes. Mais je ne vois pas, peut-être à une qualité d'outsider, mais je ne vois pas cette formation belge arriver jusqu'en demi-finale. Alors, cette équipe des Diables Rouges, moi j'ai confiance
On espère qu'ils vont retrouver le haut niveau. Regardez les noms. Ah oui, les noms, ça fait très peur. Et surtout devant, ça met des buts, tout de même. Même si le meilleur attaquant de cette équipe est pour le moment absent. Oui, il est blessé. Il est blessé, mais il peut revenir. Naturellement, il reviendra avant la Coupe du Monde. Ouais. Il reviendra avant la Coupe du Monde. Non, on n'est pas en train de dire que l'équipe n'a pas les joueurs qui sont capables de faire un bon résultat, mais sauf qu'à un moment donné, ils ont perdu pour moi, en 2018 par exemple, ils avaient un meilleur effectif et des joueurs qui avaient plus de maturité, des Hazard à l'époque, qui me semblaient beaucoup plus matures que l'effectif actuel. Là, on est en train de quitter la génération Lukaku, Hazard, De Bruyne pour partir vers la génération quelque part Doku et d'autres joueurs. Donc il y a deux générations qui se rencontrent. Il y a l'une qui est en train de partir et l'autre qui est en train de prendre la relève. Et la transmission n'a pas fini de se faire de ce côté. Donc pour moi, on peut les classer parmi les outsiders. Possible, mais pas parmi les favoris. Alors on s'arrête là pour, bien sûr, ce match. Il nous reste encore 5 minutes avant la fin de cette émission. 4 maintenant. On va consacrer ces 4 minutes-là au Style National Guinée, bien sûr, avec la régie qui peut revenir peut-être sur le premier thème, rapidement, mi-temps pour la Guinée. On sent que cette équipe, ce match, il est compliqué. Il y a l'impact physique, mais chaque équipe n'a pas envie de prendre le premier but passif. Oui, pour le moment, il y a la méfiance totale. Certainement, les Algériens, autant pour moi, essayent de jouer peut-être en phase observatoire, essayent de voir sur quel pied il faut danser face à cette équipe guinéenne dans la deuxième explication, essayent de comprendre à tout prix comment est-ce qu'ils vont vraiment prendre cette deuxième explication à tout prix. Maintenant, la Guinée, certainement, le discours dans les vestiaires pendant ces 15 minutes va encore les servir de revenir encore de bout en bout, essayer de partir sur les côtés parce que les Algériens, ils sont rapides sur les côtés, mais il faut aussi les battre sur les côtés. On se rappelle de ce match aller. Alors, ils ont joué face à la Guinée et on a ressorti les 2 buts sur les côtés. Donc le discours, le coach va vraiment prendre parce qu'il a du vécu sur le continent africain. Alors on est à la mi-temps, 0 but partout entre l'Algérie et la Guinée. Il n'y a pas eu de temps fort dans ce match. Les deux équipes n'ont pas pu prendre la vitesse devant et aller mettre ce but. En tout cas, on sent qu'il y a le respect de part et d'autre. Oui, ces deux équipes qui plus ou moins se méfient l'une de l'autre. L'Algérie sait ce qui est arrivé au match aller et la Guinée ne veut pas perdre tout espoir d'entretenir l'illusion, donc ne se livre pas totalement. La preuve, ce classement-là, avec carrément 3 milieux de terrain quasiment défensifs au niveau de ce milieu de terrain-là. Donc, ni les Algériens qui ne veulent pas enterrer aussi l'espoir de mettre un but à la fin de la rencontre de se qualifier, ni les Guinéens ne veulent se livrer totalement. Donc c'est quelque part une première mi-temps qu'on a consacrée à un round d'observation et on verra ce qui va arriver. Pour moi, ces deux équipes vont commencer à se livrer totalement dans le dernier quart d'heure. Et surtout que ça va bousculer dans les vestiaires de part et d'autre, que ce soit l'Algérie ou cette équipe de la Guinée. Je pense que les deux sélectionneurs vont demander d'attaquer, mettre ce but rapidement. Ils vont se reposer du milieu de temps jusqu'à l'attaque. Oui, bien sûr, parce que voilà, je pense que c'est un match plutôt tactique parce que les deux entraîneurs, les deux équipes ne vont pas se livrer, surtout pour la Guinée, parce que voilà, on entretient un mince espoir de qualification du côté de Fennec d'Algérie. Donc il faut faire tous les moyens pour accéder à la qualification parce que de façon officielle, en cas de victoire aujourd'hui, parce que la qualification sera acquise. Donc je pense que voilà, la seconde période, les deux équipes vont essayer de décanter la situation. Bien sûr, on va s'arrêter là pour cette émission. Il reste encore 2 minutes, mais on va pronostiquer encore une fois. Rapidement, parce qu'on ne passait pas 5-0-0 en première période. Non, ce qui est sûr, moi je reste sur mon 2-1. Allez-y. Moi je reste fermement sur les 1-0 pour la Guinée. Oui. 2-1 toujours. Carton. Disons pas spécialement, je n'ai pas aujourd'hui de carton, sauf que vous n'en avez pas directement. Allez-y. Peut-être un coup de gueule sur Carlo Ancelotti qui veut fatiguer Rafinha et faire reposer les joueurs brésiliens du Real. C'est normal, il vient du Real. Allez-y. Moi je donne un carton vert à Paulo Duarte qui a réussi son baptême de feu à la tête de l'équipe guinéenne. Il a encore du temps, il a encore à faire, Paulo Duarte. Son baptême oui, même ce baptême de feu là. Allez-y, c'est contre
contre la Somalie. Le baptême de feu, c'est aujourd'hui. Carton vert à Memphis Depay qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas. Ah oui, ça c'est vraiment, je donne un carton vert à l'ensemble de la technique, de la régie, mais aussi de la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h00 avec Amadou Major Diallo dans l'émission World Sport.